Et nous sommes partis. Elbron, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir au public du Cercle Aristote, merci de m'avoir invité. Ce soir, je vais vous présenter une introduction aux écoles en histoire des idées politiques. Alors, je suis content de parler de ce sujet parce que c'est ma spécialité en termes de formation académique. En effet, j'ai fait un master à la Sorbonne en histoire des idées politiques contemporaines, justement. Et donc, c'est quelque chose que voilà, j'ai bien travaillé pour mes recherches personnelles. Donc voilà, je pense que je connais le sujet comme il faut. Donc voilà, sans plus attendre, je vais commenter le texte que vous avez sous les yeux normalement en direct. Alors, niveau bibliographique, si vous voulez travailler le sujet par vous-même ou si vous voulez en savoir plus que ce que je vais dire, le livre essentiel à lire, c'est le bouquin de Marc Angelot, hein, qui est un Québécois qui a fait une synthèse sur l'histoire des idées, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes tendances selon les pays. Enfin voilà, c'est vraiment le livre à lire sur la question. D'ailleurs, je trouve dommage qu'il ne soit pas plus connu parce que moi je ne l'ai pas vu spécialement cité par des auteurs français, mais moi je considère que c'est la référence. Puis il y en a un autre qui est plus ancien et plus facile, enfin plus court quoi, mais qui est peut-être moins intéressant, c'est le bouquin de Prévost. Enfin bon voilà, je vous laisse des références biographiques si vous voulez en savoir plus. Alors, avant d'entrer dans la question de l'histoire des idées politiques spécifiquement, quelques remarques générales sur ce que c'est que l'histoire des idées en général. On peut dire que l'histoire, c'est la science qui cherche à comprendre les faits du passé humain. On peut dire qu'une idée, c'est la représentation mentale d'une chose. Alors, chose au sens le plus général, hein, y compris une chose qui ne serait pas physique ou qui ne serait pas matérielle, hein. Donc une représentation mentale, ça peut être un synonyme de croyance ou de représentation. Les idées, elles peuvent être convoyées par des signifiants ou prendre une forme objectivée. Ça veut simplement dire que pour communiquer une idée, on peut utiliser des symboles en fait, hein, notamment des textes, des dessins, des œuvres d'art, des images, etc. Les textes sont néanmoins en général la source essentielle pour l'histoire des idées. Bon, vous me direz, c'est vrai aussi hein, de l'histoire en général. En général, les historiens quand même travaillent plutôt sur des textes. Mais potentiellement, on peut s'intéresser, voilà, si vous êtes, je sais pas moi, un historien romain spécialiste de l'idée de la divinité de l'empereur au Moyen-Âge, pas au Moyen-Âge, mais sous l'Empire romain, bah, vous pouvez vous amuser à étudier des monnaies, des statues, enfin des choses qui ne seraient pas des textes comme source pour vous faire justement une idée hein, de ce que pensent les contemporains. L'histoire d'idées, c'est pas exactement la même chose que l'histoire des intellectuels, puisque comme son nom l'indique, ce qui est au centre, ce sont les idées et non pas les personnes qui les véhiculent. De plus, les intellectuels sont un groupe social particulier, hein, c'est un petit peu des producteurs d'idées professionnels, tandis que les idées, elles peuvent être produites par n'importe quel groupe social, et tous les groupes de la société ont des idées hein, qui leur sont propres. Donc c'est pas une approche, l'histoire des idées, qui est spécifiquement biographique, euh, parce qu'elle ne s'intéresse pas forcément aux intellectuels individuels, et on peut tout à fait faire l'histoire d'idées qui dépasse complètement l'histoire de la vie d'un individu, hein. Si vous faites une histoire de l'idée de Dieu, ben, ça va durer des milliers d'années, parce que ça fait des milliers d'années qu'on pense des choses sur Dieu. Et enfin, une confusion à ne pas faire, c'est que l'histoire d'une idée, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'histoire d'un mot, parce que la même idée peut être exprimée par différents mots, et inversement, le même mot peut avoir plusieurs sens. Donc voilà, ça c'est une confusion courante, hein, c'est de croire que parce qu'on a trouvé le même mot, des gens pensaient la même chose à différents endroits. En fait, ça dépend. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a une différence entre le mot et l'idée. Et enfin, on peut dire que les idées sont politiques lorsqu'elles concernent l'organisation ou les buts du pouvoir politique. Voilà, c'est une définition très simple hein, de ce que c'est que la politique, mais bon, comme mon sujet, c'est pas d'entrer dans des définitions hyper techniques de la politique, ça me semble une définition satisfaisante. Donc, si on réunit tous ces éléments bout à bout pour arriver à une définition formelle de ce que c'est que l'histoire des idées politiques, on peut dire que l'historien des idées politiques, il manque le mot, cherche à comprendre la formation et la transmission historique des manières de penser politiquement. Donc, quels étaient les projets, les buts, les valeurs, la nature et la finalité des institutions politiques pour
tel ou tel individu ou groupe social qui pensait telle ou telle idée à un moment donné du passé. On peut dire, alors je ne fais pas une présentation de l'histoire des idées politiques par tradition nationale parce que ce serait très long et c'est pas tout à fait mon sujet, mais dans le monde anglo-saxon, pour vous donner des points de repère, on considère que le fondateur de l'histoire des idées aux États-Unis, c'est Lovejoy, donc un auteur fin 19e, début 20e siècle. Et de façon générale, vous allez voir au niveau des dates, les grands moments fondateurs de l'histoire des idées sont généralement au début du XXe siècle. Donc c'est une science qui a voilà, à peu près une centaine d'années, mais qui est diversement représentée selon les pays, et on considère par exemple que la France n'a pas une très grosse tradition d'histoire des idées par rapport à l'Allemagne ou aux pays anglo-saxons. Dans le cas du Japon, parce que j'étais un petit peu curieux de ce qui se passait ailleurs, on considère que le fondateur de l'histoire des idées politiques au Japon, c'est Maruyama Masao, et donc il a été traduit en français, mais pour situer un peu la façon dont ça s'est constitué selon les pays, il y a de l'histoire des idées politiques au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on pourrait même dire un petit peu avant, puisque comme il a publié ses écrits pile pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut dire qu'il les a conçus au moins dans les années 30, mais vous voyez que c'est toujours le début du XXe siècle ou le milieu du XXe siècle pour les dates de fondation par pays de cette tendance dans la recherche historique. Alors ce que je vais vous proposer spécifiquement ce soir, c'est de voir des manières de faire de l'histoire des idées politiques. Et donc je vais vous proposer un découpage en 3 démarches différentes. Alors j'ai appelé ça des écoles dans le titre de la conférence pour simplifier, mais vous verrez qu'au sens strict du terme, il n'y a que la 3e des parties de la conférence qui porte vraiment sur une école au sens strict, c'est l'école de Cambridge. La distinction, bon là c'est un peu d'une subtilité, mais la distinction entre ce que serait une école ou une démarche intellectuelle, c'est que quand on parle d'école intellectuelle, on parle généralement de gens qui se connaissent personnellement, qui ont travaillé ensemble au même endroit, au même moment, qui ont généralement le même maître quand ils ont un professeur ou une référence intellectuelle. Donc au sens strict du terme, il n'y a que la 3e des catégories qui sera présentée, qui est une école. Mais disons que pour simplifier, voilà, je vais vous présenter des manières de faire de l'histoire des idées politiques, et on peut considérer que ces manières voilà, se distinguent par leur épistémologie, c'est-à-dire par les catégories qui sont utilisées pour comprendre justement la société, l'histoire. Et donc ces 3 façons de faire de l'histoire des idées politiques que je vais vous présenter. Donc premièrement, on va voir la façon traditionnelle de faire de l'histoire des idées politiques. Et vous allez voir que je vais qualifier cette manière de procéder de démarche internaliste. On aurait pu employer un terme encore plus abscon qui aurait été de démarche herméneutique, hein, si ça parle à des gens. Mais, donc la façon, voilà, les premiers penseurs ou les tendances un peu marquantes, un peu longues, qui ont été celles des premiers ouvrages d'histoire des idées, qui sont des choses qu'on retrouve encore, c'est ce que j'appellerais la démarche internaliste. Ensuite, je vous montrerai qu'il y a des penseurs d'histoire des idées qui ont plutôt une perspective marxiste. Et ensuite, dans un 3e temps, je vous montrerai la démarche de ce qu'on appelle l'école de Cambridge, qui on qualifie de méthodologie contextualiste. Sachant que ce découpage est très grossièrement chronologique, au sens où le 2e groupe vient plus ou moins après le premier, et le 3e groupe est plus ou moins une réaction au 2e. Mais voilà, c'est grossièrement chronologique, mais vous allez avoir des moments dans le temps où des gens utilisent les mêmes méthodes, donc voilà, c'est pas strictement une succession purement chronologique. Alors, la façon traditionnelle de faire de l'histoire des idées, je mets traditionnelle entre guillemets parce que c'est mon expression, hein, c'est pas un découpage, c'est pas une typologie qui est explicitement proposée comme telle dans les manuels, les bouquins sur l'histoire des idées, mais voilà, moi c'est comme ça que je comprends les choses, donc je considère qu'il y a une façon un peu traditionnelle de faire de l'histoire des idées. Et donc, quelle forme ça prend quand on prend des bouquins, notamment du 19e siècle, qu'on regarde un petit peu leur livre d'histoire des idées, comment est-ce qu'ils s'y prenaient? Donc ce qu'il faut voir, c'est que l'histoire des idées politiques, elle a très longtemps et encore aujourd'hui été fortement associée à un sous-domaine particulier, parce que c'est un sous-domaine, qui est l'histoire de la philosophie politique.
Alors, subtilité, quelle est la distinction entre philosophie politique et pensée politique ou littérature politique en général? Eh bien, mon opinion, mais ce n'est que de mon opinion, c'est que il y a une distinction entre les deux qui se fait en termes de contextualité socio-historique. Bon, c'est un petit peu jargonnant comme expression. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce que font les philosophes politiques, en tout cas en général, c'est d'essayer de décrire et de justifier avec des arguments ce que serait le meilleur régime politique, le régime politique idéal, le meilleur régime politique concevable. Donc éventuellement, ils vont en distinguer plusieurs, mais à la fin, ils vont vous dire, voilà, c'est celui-là qu'il faudra avoir, parce que c'est celui-là le meilleur pour telle raison. Ça, c'est ce que font les philosophes politiques, et ce que font les gens normaux, entre guillemets, en tout cas les gens qui font de la littérature politique beaucoup plus courante et beaucoup moins sophistiquée, c'est ce que j'appellerais la réflexion politique ou la littérature politique. Et ça couvre les domaines du journalisme politique, des manifestes, les programmes des partis politiques, et puis ce que vous écrivez, vous, sur vos blogs, ou moi, ce que j'écris sur mon blog, enfin les trucs lambda, quoi, qui ne sont pas spécialement sophistiqués. Ces types-là de réflexion politique courante, ce que font les gens couramment, c'est des manières, en fait, c'est un mode de pensée qui consiste en des manières de progresser depuis le régime politique tel qu'il existe aujourd'hui, vers un état qu'on estime plus proche de l'état idéal. C'est-à-dire la littérature politique courante, elle dit aujourd'hui il y a telle loi que c'est pas une bonne loi, il faudrait la changer pour avoir une autre loi à la place. Et donc en fait elle part de l'existant pour aller vers un état qu'elle estime plus souhaitable, mais sans en avoir nécessairement une conception a priori, ou sans avoir toute une réflexion compliquée pour justifier ce que serait que le meilleur régime. Donc, au XIXe siècle, les ouvrages qui traitent de l'histoire de la philosophie politique, ils sont souvent écrits de manière fortement internaliste. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est surtout le contenu de ce qu'on trouve dans les ouvrages de philosophie politique, c'est-à-dire qu'est-ce que pensent les philosophes politiques. Et donc, c'est ce qui intéresse les auteurs, ce qui intéresse ceux qui proposent des manuels qu'ils appellent d'histoire politique ou d'histoire de la philosophie politique, c'est le contenu ou les propositions du texte en lui-même. C'est-à-dire c'est vraiment le contenu, la doctrine qui fait l'objet d'une réflexion, et on ne s'intéresse pas vraiment, contrairement à ce que les titres peuvent laisser penser, aux circonstances ou aux causes de l'élaboration de telle doctrine politique. C'est-à-dire par exemple, on vous fait un bouquin sur l'histoire de la pensée grecque, et puis on vous fait chapitre 1 Platon, et le chapitre c'est sur qu'est-ce que pense Platon. Mais on ne vous dit pas pourquoi Platon il pense ça en étant telle personne qui a vécu à telle époque, dans telle société, influencé par un tel et cherchant à réaliser le but machin. Et c'est quelque chose qui s'intéresse vraiment centralement à la doctrine. Donc c'est pas vraiment de l'histoire en fait, c'est plus du commentaire de texte ces livres-là. La vie des auteurs et le contenu de leurs idées apparaissent juxtaposés plutôt qu'expliqués conjointement. Alors, pour vous donner un exemple de cette façon de faire, vous allez voir que je critique, hein, enfin, en tout cas moi je considère que c'est à la limite de ne pas être de l'histoire en fait. Hein. Je vous ai pris un exemple d'un manuel du 19e siècle qui faisait autorité en France, hein, qui est le manuel de Émile Breillet sur l'histoire de la philosophie. Et je vous prends un auteur au hasard, c'est John Locke. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, John Locke est un penseur britannique du XVIIe siècle qui est considéré comme le père fondateur du libéralisme. Et à la limite, on s'en fiche, simplement je vais vous montrer quel style de texte est proposé. Donc à chaque fois, Breillet il fait des résumés, si vous voulez, des doctrines des philosophes, et puis il les fait précéder d'une petite partie biographique. Et dans l'introduction de son livre, il nous fait des considérations qui en elles-mêmes sont tout à fait justes sur le fait que ce serait quand même bien de combiner l'explication de la vie de l'auteur et du contexte de son époque avec ce qu'il pensait, quoi, et d'articuler les deux. Hein. Vraiment, il faut penser l'auteur dans son époque. Bon, ça, il le dit dans son intro, puis quand on voit le reste du bouquin, on voit qu'il n'applique pas du tout cette méthode, en fait. C'est décontextualisé. Alors, pour vous le montrer, je vais lire un petit extrait. Donc, il nous dit John Locke, telle date, il est né de près de Bristol d'une famille de marchands. Il avait 16 ans au moment de la Révolution. Son père s'enrôla dans l'armée du Parlement. Il a été étudiant à Oxford de telle date à telle date. Il y fait des études qui conduisent aux fonctions de clergyman, mais en 1658,
Il s'orienta d'un tout autre côté, vers la médecine, qu'il étudia, sans prendre jamais d'ailleurs le grade de docteur. En 1666, il s'attache à Lord Ashley, plus tard comte de Salisbury, qui eut une vie politique forte mouvementée, dont Locke subit les contre-coups. Il fit en France 2 séjours, nanana, où il passa un an à Montpellier. Et puis à une autre date, il dut s'éloigner d'Angleterre. Nanana. Bon allez, je saute un peu parce qu'en fait c'est très très mal fait. Mais... Alors on nous dit que Locke, il est occupé surtout de questions politiques et religieuses, et aussi de questions économiques. À un moment donné, il écrit ses considérations sur la nécessité de diminuer le taux d'intérêt, nanana. Il répondit aussi à de nombreuses polémiques. Il se retire à tel endroit, à telle date, et puis après il meurt. Voilà, je suis vraiment méchant avec le texte, mais vous voyez que ça fait... c'est un résumé de la vie de Locke. Alors moi, je ne sais pas vous, peut-être vous connaissez très bien l'histoire de la société britannique du XVIIe siècle, mais moi quand je lis ça et que je suis un débutant, parce que ça c'est écrit pour des étudiants qui débutent la philosophie au XIXe siècle, moi quand je lis ça, je ne sais pas ce que c'est la Révolution en Angleterre, le Parlement, j'ai une vague idée de ce que c'est, mais est-ce que le Parlement du XVIIe siècle c'est le même Parlement qu'actuellement aujourd'hui en Angleterre? On ne sait pas. La vie de l'auteur, elle est résumée de façon extrêmement brève, c'est pas une biographie, quoi. Voilà, on nous dit qu'à certains moments, il lui arrive des choses, quoi. Il change d'avis. À un moment, il a fait de la médecine, à un moment, il n'en fait plus, tu vois. Bon. On ne sait pas pourquoi. Et quel rapport surtout y a-t-il entre ce que vit Locke et ce qu'il écrit dans son œuvre de philosophie politique? On ne sait pas. Parce qu'après cette page-là, vous avez même pas une dizaine de pages, vous avez 8-9 pages qui vous expliquent alors la doctrine de Locke sur les idées au niveau de l'épistémologie, c'est ça, alors la doctrine de Locke sur la politique, c'est ça. Mais les deux sont complètement hermétiquement disjoints. Il n'y a aucun lien qui est fait entre il a vécu comme ci, comme ça, et il a pensé comme ci, comme ça. Donc moi, j'appelle pas vraiment ça de l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'appelle la manière traditionnelle de faire de l'histoire de la philosophie politique. C'est quelque chose qui cloisonne complètement la vie de l'auteur et l'époque dans laquelle il a vécu de ce qu'il pense. Dans ce texte-là, on ne nous explique rien des choix décisifs qu'a fait Locke. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment donné, il s'est mis à la politique? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste écrit des bouquins de poésie ou d'autres choses? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à défendre des positions libérales alors qu'il aurait pu choisir une autre doctrine? Il y avait d'autres positions politiques à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il a choisi celle-là en particulier? Bon, voilà, on ne sait pas. Donc ça, c'est très souvent comme ça que sont écrits les bouquins au XIXe siècle d'histoire des idées politiques ou d'histoire de la philosophie politique. Donc moi, j'appelle ça... c'est pas vraiment de l'histoire, en fait. Je pose la question, est-ce encore de l'histoire, point d'interrogation? Parce que certes, il y a des faits historiques qui sont mentionnés en introduction, mais c'est une liste de faits de type chronique, quoi. C'est comme si je vous racontais ma journée d'hier en vous disant je suis sorti, j'ai marché dans la rue et puis j'ai vu un arbre, tu vois. C'est une liste de faits où il n'y a aucune explication des causes. Pourquoi pensait-il ce qu'il pense? Quels étaient ses buts lorsqu'il a écrit son œuvre? Qu'est-ce que ça change qu'il ait été le protégé du comte de Salisbury plutôt que d'un autre noble? Voilà, aucun lien entre la vie et l'œuvre. C'est une série de faits qui n'expliquent rien. Et ça, c'est pas de l'histoire parce que la science historique, ça n'est pas l'érudition, c'est-à-dire que ça n'est pas l'accumulation de faits sans démarche explicative et mise en relation des faits. Donc ça, c'est un point important. Si par exemple, quelqu'un dans le public est capable de donner toutes les dates historiques du XVIIe siècle, mais s'il n'est pas capable de vous expliquer le lien entre tel événement et tel événement, je sais pas moi, le lien entre pourquoi il y a une révolution en Angleterre et pourquoi Locke il a telle position politique par exemple, c'est pas un historien, c'est quelqu'un qui a appris par cœur des faits et puis il les récite en disant ce fait-là se produit après ce fait-là, mais il n'y a pas de liaison intellectuelle qui expliquerait la relation entre les événements qui se produisent. Donc ça, c'est pas de l'histoire, c'est de la chronique. Et c'est ce qu'on a fait pendant des siècles et des siècles. Pendant des siècles et des siècles, on avait des gens qui ont écrit des bouquins de chronique. Aujourd'hui, c'est passé ça, aujourd'hui, c'est passé ça. Bon, mais ça n'explique rien, en fait. Donc ça, c'est de l'histoire, entre guillemets, pour étudiants et profs de philo en mal de bonnes sciences bien faites, parce que c'est un peu comme ça que c'était écrit l'histoire de la philosophie politique traditionnellement. Et en fait, quand on voit les bouquins de ce genre-là, cette manière de faire de l'histoire des idées politiques, en fait, on pourrait penser que oui, ok, c'est mal fait, mais c'est parce que c'était au XIXe siècle, maintenant on a progressé. En fait,
il y a beaucoup de livres qui continuent de paraître actuellement, qui sont souvent faits par des philosophes, et qui se disent de l'histoire de la philosophie, qui sont toujours construits sur ce modèle-là. C'est-à-dire, d'un côté, un petit résumé biographique, hein, on vous dit, Hobbes, il a vécu autant des guerres civiles, tu vois, puis après, il a écrit des bouquins. Mais quel lien entre les bouquins et la guerre civile, on ne sait pas. Hein. Et encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui écrivent des bouquins qui se disent de l'histoire de la philosophie, mais qui ne sont pas vraiment de l'histoire de la philosophie, qui sont plutôt des résumés de doctrine, ou des commentaires de doctrine. Et l'enjeu réel de ceux qui font ces livres-là, c'est plutôt d'essayer de proposer une interprétation philosophiquement innovante d'un auteur, plutôt que de le comprendre dans son époque. C'est-à-dire, on vous dit, oui, machin, j'ai la nouvelle interprétation qui va tout changer sur comment penser un tel. Tu vois. Hein, comment penser Aristote, ou comment penser je sais pas qui. Mais c'est très très souvent décontextualisé, tout simplement parce que ces livres qui se disent de l'histoire de la philosophie sont très souvent faits par des philosophes professionnels, mais qui n'ont pas de méthode historique, ou qui ne sont pas des historiens en fait, et qui connaissent très bien leur philosophe, parce qu'ils ont bien lu le bouquin du philosophe, mais ils ne connaissent pas le contexte dans lequel l'auteur a écrit. Quoi. C'est comme si vous aviez un spécialiste d'Aristote, mais qui connaissait que Aristote, ou qui ne connaissait pas vraiment la société grecque du 4e siècle, tu vois, ou du 5e siècle, je sais plus. Donc c'est problématique, c'est problématique. Donc la plupart des philosophes qui écrivent sur l'histoire de la philosophie politique ben, ne font pas de bons livres du point de vue historique, ou en tout cas pendant très longtemps c'était cette manière-là de pratiquer qui est attestable. C'est problématique parce que l'ignorance du contexte historique peut entraîner de graves contresens sur la signification de l'œuvre, parce que non seulement ils ne connaissent pas vraiment bien le contexte historique, mais en plus, si vous lisez un texte historique d'un philosophe ou d'un auteur politique, mais que vous ne savez pas qu'à telle époque, quand on utilise tel mot, ça a tel sens spécifique, parce que ça a un sens spécial dans ce contexte historique, ou si vous lui prêtez des notions qu'il ne pouvait pas avoir, parce qu'à son époque, on ne pouvait pas avoir telle notion, c'est trop tôt, ça n'avait pas été inventé, bon, bah, vous allez faire des contresens sur ce qu'il pense, en fait. Donc l'ignorance historique, c'est pas juste un problème pour l'histoire, c'est aussi un problème pour la philosophie elle-même, ou la compréhension du texte lui-même. Donc par exemple, un terme n'a pas forcément le même sens selon l'époque considérée. Par exemple, l'autoritas des Romains, c'est pas exactement un synonyme de l'autorité en français contemporain. Ça a des connotations ou des sens juridico-politiques qui sont plus précis que ça. Quoi. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle un peu la méthode traditionnelle. Donc il y a beaucoup de livres malheureusement d'histoire politique d'histoire des idées politiques qui sont un peu comme ça. En France, j'ai un peu exhumé, parce qu'on n'en parle jamais, mais une thèse d'histoire qui est celle de Lichtenberger. Et c'est un petit peu un texte pionnier pour l'histoire des idées politiques françaises. Pas au sens où les suivants se seraient inspirés de lui, mais au sens où j'ai pas vraiment trouvé de gens qui auraient avant lui fait des thèses en France sur l'histoire des idées politiques. Donc il se trouve que lui, en 1895, il a fait une thèse pour essayer de savoir s'il y avait déjà une pensée socialiste en France à l'époque des Lumières, en fait, au XVIIIe siècle. Et c'est pas inintéressant comme thèse, hein, mais on voit que la méthode est quand même vachement limitée parce que il fait une compilation d'auteurs, c'est-à-dire en fait il vous prend tous les auteurs un peu connus du XVIIe siècle, Voltaire, Rousseau et compagnie, puis il regarde si dans les textes il y a un petit peu une pensée socialiste dedans. Quoi. Et c'est une démarche en termes de réflexion historique qui est très limitée à la causalité individuelle, c'est-à-dire en gros il trouve que X a été influencé par Y. Je sais pas, que Voltaire a lu des auteurs anglais, tu vois, par exemple. C'est pas inintéressant de montrer qu'il y a une relation causale entre la pensée de un tel et la pensée de un tel, mais ça ne nous explique pas pourquoi tel auteur a trouvé intéressante la pensée de tel autre. Ça ne nous dit pas qu'est-ce qui, à tel moment de sa vie, qu'est-ce qui, pour tel problème intellectuel qu'il avait à résoudre, a justifié qu'il s'intéresse à telle chose. Donc c'est plus encore, ça s'approche encore un peu trop hein, de la compilation de faits et ça n'explique pas des masses les choses. Quoi. Mais bon, je le cite quand même parce que je trouve ça dommage de ne pas savoir que c'est un peu le travail fondateur de l'histoire des idées françaises. C'est une thèse qui est tout à fait oubliée. Quoi. Mais ça permet de voir un peu le départ du domaine de réflexion. Bon, là je donnais un exemple contemporain d'histoire des idées qui est assez classique, mais voilà, je ne vais pas spécialement plus le commenter finalement, parce que je vois que je prends quand même pas mal de temps, donc je passe dessus.
Et je voulais donner un exemple d'école intellectuelle. Pour le coup, là, on peut vraiment parler d'une école du fait de la connaissance personnelle entre les individus. Je voulais donner un exemple d'école d'histoire des idées politiques, et même d'histoire de la philosophie politique spécialement, qui est très marquée par une façon de procéder que je qualifie donc d'internaliste et qui est très voilà, centrée sur le texte lui-même, mais qui ignore le contexte autour. Parce que cette école a une certaine influence intellectuelle, c'est celle de Léo Strauss, qui est notamment connu pour son livre, que je vous conseille par ailleurs, hein, qui n'est pas inintéressant, Droit naturel et histoire, et qui en France a notamment influencé Pierre Manant. Alors, l'école de Léo Strauss. Donc Léo Strauss, c'est un philosophe et historien juif états-unien d'origine allemande. C'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a étudié auprès de Husserl et de Heidegger en Allemagne. Alors on m'a dit que dans mes conférences, c'était souvent un petit peu sec et que ça manquait un petit peu d'humour ou de trait d'esprit, donc ça sera la minute trait d'esprit sur la jeunesse de Léo Strauss. Une petite anecdote. Léo Strauss était l'élève de Heidegger et de Husserl au même moment un autre penseur qui a marqué l'histoire intellectuelle du XXe siècle, qui est Hannah Arendt. Et j'ai appris, figurez-vous, tenez-vous bien, accrochez-vous à votre siège, que Léo Strauss avait tenté de draguer Hannah Arendt et qu'il s'était pris un mur. Voilà. C'était la minute Gossip Girl de la conférence. Donc toujours est-il, pour redevenir sérieux, que donc il étudie dans le contexte intellectuel de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, et puis ensuite il est obligé de partir aux États-Unis, Strauss, pour fuir le nazisme. Et c'est quelqu'un qui a exercé une influence importante sur le mouvement conservateur aux USA, parce qu'il a eu de nombreux élèves, de nombreux disciples, et un certain nombre de gens qui pratiquent l'histoire des idées, l'histoire de la philosophie politique aux États-Unis, sont des Straussiens, comme on dit, ou en tout cas des élèves de Léo Strauss. Donc je ne vais pas rentrer en détail particulièrement sur sa pensée politique, sa vie, et ce n'est pas une conférence dédiée spécialement à ce penseur. Je veux simplement le citer, le montrer comme exemple de gens qui font de l'histoire des idées dans une perspective qui est tout à fait internaliste, comme je le disais, qui est donc tout à fait traditionnelle, au sens où anciennement on faisait comme ça. Ça tient à des raisons de parti pris philosophique chez Strauss, parce que ce que veut faire Strauss, c'est de défendre la légitimité de la philosophie face au développement des sciences sociales au XXe siècle. C'est quelqu'un qui considère que les sciences sociales, la sociologie, etc., la statistique, l'économie, se sont développées dans les universités et ont bouffé l'espace intellectuel qui aurait dû rester à la philosophie, ou en tout cas menacent la prétention de la philosophie à tenir un discours qui lui soit propre. Et donc il veut réagir par rapport à ça. Ce qui en soi ne me dérange pas fondamentalement. Il nous dit par exemple que la philosophie n'est possible que s'il existe un horizon absolu ou naturel, par opposition aux horizons historiques et changeants comme celui de la caverne de Platon. Et donc que la philosophie présuppose de pouvoir parler de choses qui restent vraies indépendamment du contexte historique, qui justement sortent du champ des sciences sociales, qui s'intéressent à des choses entre guillemets contingentes, ou en tout cas qui tiennent à la société et qui peuvent évoluer, tandis que la philosophie porterait sur des choses absolues qui ne changeraient pas, quoi, comme la nature humaine ou d'autres choses intemporelles. Bon, alors qu'il ait cette position-là sur la légitimité de la philosophie, moi ça ne me dérange pas. Par contre, ça pose des problèmes sur la manière dont on écrit ensuite l'histoire de la philosophie politique, ou l'histoire des idées politiques, pour plusieurs raisons. Ce qui pose problème à mon avis, mais c'est un parti pris voilà, c'est mon opinion, ce qui pose problème dans la démarche de l'école de Strauss, c'est que ça va tendre à une éternisation des débats des philosophes politiques. C'est-à-dire que pour Strauss, il y a une tradition de la philosophie politique qui constitue à produire une série de réponses différentes à des problèmes qui sont fondamentalement identiques. C'est-à-dire tous les philosophes politiques depuis toujours et pour toujours, ils répondent aux mêmes questions. Qu'est-ce qu'un pouvoir légitime ?
quel est le meilleur régime politique? Enfin voilà, ils se posent, ils ont des réponses différentes, mais les problèmes sont les mêmes. Donc il n'y a pas de nouveaux problèmes pour la philosophie politique selon l'approche de Strauss, et les débats, tous les auteurs sont contemporains des uns des autres, tous les philosophes politiques sont contemporains des uns des autres, au sens où ils répondent tous à des problèmes qui sont communs. Ça, c'est l'idée de Strauss qui veut insister sur l'idée qu'il y a il y a une intemporalité justement des problèmes de la philosophie politique qui tiendrait à une nature ou à de l'immuable. Bon, déjà, c'est une idée qui est quand même problématique parce que ça revient à nier qu'il y ait de nouveaux problèmes qui surgissent dans l'histoire. Mais bon, à la limite, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que ça l'amène à écrire son histoire de la philosophie politique de façon totalement décontextualisée. Parce que comme les auteurs répondent à de grands problèmes immuables, ben, finalement, ce qui compte, c'est leur réponse aux grands problèmes immuables, et c'est pas de savoir pourquoi les Grecs de telle époque pensaient comme ça. Donc le contexte historique est totalement balayé. Et l'autre grand problème, mais qui est vraiment là, de l'ordre de l'erreur intellectuelle, je trouve, dans cette façon d'appréhender l'histoire des idées politiques, c'est que Strauss veut absolument mettre en dialogue des auteurs sans avoir la moindre preuve historique que ce sont des auteurs qui se sont vraiment répondus, qui avaient vraiment l'intention de se répondre. Par exemple, l'un des points où je trouve ça assez flagrant dans son bouquin Droit naturel et histoire, c'est qu'il nous dit que Locke écrit son œuvre pour répondre à Hobbes. Alors que donc Hobbes, c'est un philosophe politique britannique qui arrive un petit peu avant John Locke au XVIIe siècle. Enfin, ce sont des auteurs très connus pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la pensée politique ou l'histoire de la philosophie politique. C'est vraiment des grands auteurs canoniques. Hein, donc je ne précise pas spécialement instinctivement parce que je présume que tout le monde le connaît, mais peut-être pas. En fait, tout le monde ne le connaît pas. Donc voilà, Hobbes, Locke, deux philosophes britanniques du XVIIe siècle, et l'idée de Strauss, c'est que l'œuvre de Locke, c'est une réponse à Hobbes. Alors que quand on lit l'œuvre de Locke du début à la fin, il ne cite jamais Hobbes, il le cite jamais nominalement, il n'y a jamais le nom de Hobbes dans les œuvres de Locke, et il n'y a pas d'allusion, il n'aurait pas cité les bouquins de Hobbes implicitement, enfin il n'y a rien textuellement qui donnerait vraiment l'impression, qui justifierait que Locke avait l'intention de répondre à Hobbes. Locke a l'intention de répondre à des gens, mais c'est pas Hobbes dont il parle dans ses bouquins. Il attaque d'autres auteurs, mais il attaque pas Hobbes. Donc voilà, on ne sait pas. Alors bien sûr, c'est plus compliqué que ça l'explication de Strauss. Hein. Il justifie ça en disant qu'ils ont des prémices intellectuelles communes, les deux croient en un état de nature, etc. Donc il y aurait des raisons intellectuelles qui feraient qu'on ne pourrait pas comprendre l'œuvre de Locke sans comprendre que c'est une réponse à Hobbes. Mais c'est une thèse qui s'appuie vraiment sur absolument rien du point de vue textuel. Sinon la volonté de vraiment faire dialoguer les auteurs comme si ils se répondaient tous les uns des autres à travers le temps. Et on a un petit peu dans une moindre mesure le même problème dans l'interprétation de Machiavel chez Strauss, mais bon voilà, ce serait un sujet en soi, donc je ne vais pas trop creuser, mais voilà, ça c'est une des... ça tord la façon d'écrire l'histoire de la philosophie politique dans un sens où les auteurs se répondent les uns des autres, alors que parfois ils n'en ont juste pas l'intention, et ça n'a pas de sens de dire qu'ils se répondraient. Donc l'approche mise en avant par Strauss et ses disciples n'a pas manqué de susciter des critiques parfois virulentes. On lui a reproché notamment d'évacuer complètement les circonstances historiques entourant la rédaction des œuvres. Ainsi, dans ses pensées sur Machiavel, hormis quelques références à Savonarola, il fait totalement abstraction de l'Italie de la Renaissance. Donc en fait, on peut commenter Machiavel, mais voilà, c'est un Florentin du XVe siècle, mais bon, c'est un hasard, quoi. Ça aurait pu être un grec, tu vois, c'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est ce qu'il dit, c'est pas pourquoi il le dit, ni comment il le dit, c'est le contenu de lui-même, voilà, purement le texte. La plupart des chapitres de l'History of Political Philosophy ne fournissent à peu près aucun détail sur la biographie des auteurs considérés, sur les problèmes pratiques, politiques et sociaux auxquels il cherchait à répondre, ou sur le public auquel il s'adressait. Leur date de naissance et de décès constituent pour ainsi dire les seuls points de repère auxquels le lecteur peut se raccrocher. Donc c'est une démarche, hein, simplement, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il ne faut juste pas appeler ça de l'histoire, tu vois, tu dis commentaire des doctrines politiques, tu vois, mais c'est pas une démarche d'histoire. Donc après, il y a toute la pensée de Strauss hein, qui vise à le justifier en disant que c'est pas pertinent, mais c'est quand même problématique, et bien souvent, quand vous irez voir des bouquins qui se prétendent des études d'histoire des idées politiques ou d'histoire de la philosophie politique, quand c'est écrit par des philosophes, bien souvent, y compris les thèses, hein,
C'est écrit comme ça. Donc voilà, moi je considère que c'est très très problématique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui sont un petit peu habitués de mes conférences, mais je fais toujours une première partie, et en général je mets les choses que je considère le moins pertinentes au début, tu vois, c'est un peu... les premières parties sont souvent des parties un peu sacrifiées, quoi. C'est les trucs qui vont prendre cher qui sont au début. Hein, bon, alors je fais une deuxième partie pour vous montrer une autre manière différente de faire d'écrire l'histoire des idées politiques, qui est la méthode des marxistes. Alors, les marxistes, déjà, ils ne s'intéressent pas spécialement à l'histoire des idées, parce que ce qui est le plus pratiqué quand il y a des historiens marxistes, ou qui ont des tendances voilà, qui les feraient se rapprocher d'une perspective marxiste, ils vont plutôt avoir tendance à étudier l'histoire économique. Hein, c'est normal, Marx est quand même connu, Karl Marx est quand même surtout connu pour le Capital, en tout cas à la base. Donc ils vont plutôt faire de l'histoire économique, ou alors ils vont plutôt faire de l'histoire sociale, c'est-à-dire comment les gens vivent, le niveau de vie, les masses, voilà, les luttes sociales, comment on améliore les conditions sociales au cours du temps, et puis ils vont avoir une volonté de réhabiliter les masses et les luttes politiques entre classes, donc faire une histoire populaire, faire une histoire du peuple, faire une histoire des gens modestes, etc. Donc, les idées politiques ou l'histoire de la philosophie politique, c'est pas spécialement le truc qui va être le plus pratiqué par la démarche des marxistes. Mais il y en a quelques-uns qui l'ont fait quand même, et ça donne des résultats qui peuvent être intéressants. Alors, un exemple de ce que n'est pas une approche marxiste en histoire des idées, c'est ce bouquin-là sur les antilumières de Zef Sternel. Je fais exprès de donner cet exemple parce que Zef Sternel est quelqu'un qui politiquement se réclame du marxisme, et puis il a bien le droit de le faire, hein, il fait ce qu'il veut. Mais quand on lit ces livres, et surtout celui-là, je trouve, sur les anti-lumières, donc les penseurs qui s'opposent aux lumières depuis 300 ans, la manière dont il écrit son livre-là n'a rien de marxiste. Hein. C'est vraiment très très classique, comme je l'ai décrit dans la première partie, c'est-à-dire on prend un tel auteur il est né à telle date, il a écrit tel bouquin, dans tel bouquin il y a tel contenu. Et puis c'est vraiment le contenu des œuvres qui est déployé et qui est commenté dans toutes ses subtilités, si vous voulez. Encore que dans ce bouquin-là, la subtilité n'est pas forcément toujours au rendez-vous, mais voilà, il n'y a rien de spécialement marxiste à juste ouvrir les livres des auteurs et dire qu'est-ce qu'ils racontent. C'est pas de l'histoire, c'est de l'herméneutique ou c'est du commentaire de texte. Donc on va laisser Sternel et on va se concentrer sur des auteurs qui eux ont vraiment appliqué une méthode marxiste en histoire des idées politiques. Et il y en a un en particulier qui a fait ça très bien, qui est un Canadien, qui est Macpherson. Et Macpherson, il a fait en 62 un livre qui est très connu dans le monde anglo-saxon, qui a eu ses heures de gloire, qui est la théorie politique de l'individualisme possessif, dans la traduction française. Vous noterez que la traduction s'est fait 40 ans après, hein, comme d'habitude. Et alors, dans ce bouquin, Macpherson, il renouvelle l'histoire de la pensée politique britannique. Donc, c'est un peu les auteurs dont j'ai déjà parlé. Donc, ça va depuis Hobbes jusqu'à Locke, donc tout le XVIIe siècle, en passant par les penseurs moins connus mais tout à fait importants en leur temps, qui sont les penseurs républicains de l'époque des guerres civiles en Grande-Bretagne. Ce qui est un sujet, le sujet n'est pas du tout original, hein, surtout pour un anglo-saxon. C'est ultra classique, c'est vraiment le grand siècle de la philosophie politique en Grande-Bretagne. Donc le sujet est ultra classique. Ce qui est nouveau, c'est la manière de le traiter, puisque, comme je viens de le dire, Macpherson il adopte une approche marxiste dans son bouquin. Donc je ne vais pas commenter, c'est pas un exposé sur le bouquin de Macpherson en lui-même, mais je le dis pour les gens que ça pourrait intéresser. Ce serait tout à fait possible hein, que je fasse un de ces jours. Des exposés plus détaillés sur le bouquin de Macpherson, parce qu'à mon avis, c'est vraiment très réussi son livre. Autre auteur qui a appliqué une analyse de type marxiste en histoire des idées, c'est Wood, qui est une américaine, je crois, hein, et qui répond dans son livre, un autre livre très très important de l'histoire des idées politiques dans les langues anglo-saxonnes, qui est le livre de Quentin Skinner, dont je reparlerai dans la troisième partie. Skinner qui a écrit sur les fondements de la politique moderne. Donc Macpherson, Wood, là on a deux bons exemples d'historiens marxistes. Hein, voilà. Alors, question,
qu'est-ce que ça change d'adopter une perspective marxiste pour faire de l'histoire des idées politiques? Qu'est-ce qui va spécifier leur approche? Alors, les auteurs marxistes, ils vont adopter une démarche qui est influencée par une certaine interprétation sociologique sur la nature et le fonctionnement des sociétés. Donc c'est tout un ensemble de courants qu'on peut considérer, même si c'est pas forcément dit comme tel, mais compte tenu des dates, on peut considérer que voilà, c'est des travaux des années qui commencent pour les premiers dans les années 50-60 et qui veulent rompre avec la façon traditionnelle donc, que j'ai indiqué de faire de l'histoire des idées politiques ou de l'histoire de la philosophie politique, parce que justement elle était décontextualisée et elle ne prenait pas en compte autre chose que les textes eux-mêmes. Donc les auteurs qui veulent rompre avec ça, ils doivent accomplir deux tâches intellectuelles. Il faut qu'ils formulent autrement la relation entre les circonstances historiques et la philosophie politique. Et il faut démontrer que cette nouvelle relation génère des aperçus différents et plus justes. Donc ils s'inspirent des travaux de Marx sur l'idéologie. Pour eux, le contexte pertinent de l'étude des œuvres politiques n'est pas la tradition, c'est-à-dire quels étaient les autres grands penseurs du passé qui pensaient sur tel problème, mais l'environnement social et économique qui a vu naître les œuvres. Les philosophes politiques ne sont pas d'abord des esprits contemplatifs, mais bien des partisans préoccupés de façon vitale par des problèmes politiques urgents, qui trouvent leur origine dans leur propre contexte historique, et sont souvent eux-mêmes des acteurs politiques. La philosophie politique a donc une nature fondamentalement idéologique, nous dit Wood, donc la même auteur que tout à l'heure, mais en 72. La relation que postulaient les Straussiens est donc en quelque sorte inversée. Les idées sont vues ici comme une rationalisation ou un reflet de la conduite et des intérêts des auteurs, ou de la classe sociale, dont ceux-ci se font les porte-parole. Donc je vais revenir en détail sur les catégories dont se servent les marxistes pour interpréter la société, mais en gros, il faut retenir cette phrase, détermination de l'œuvre par l'environnement social et économique. C'est ça le truc majeur, et puis à la limite c'est pas spécifiquement marxiste, parce qu'on peut interpréter l'environnement social et économique sans être spécialement marxiste, mais en tout cas les marxistes vont faire ça. Alors, comment comment les catégories de la sociologie marxiste modifient-elles la réflexion en histoire des idées politiques? Bon là je vais tenter de vous résumer qu'est-ce que pense la sociologie marxiste. Donc je vais tenter de le faire en 3 paragraphes. Donc voilà, c'est un petit peu extrême, c'est une cascade extrêmement risquée, très dangereuse. Donc ne faites pas ça chez vous sans entraînement. Donc en gros, pour résumer, parce ça pourrait être un sujet de conférence en soi et on pourrait y passer des heures très facilement, mais en gros, l'approche marxiste des sociétés, c'est de dire que les sociétés, elles sont divisées en classes sociales. Les classes sociales, c'est un ensemble d'individus qui sont différenciés par leur position dans les rapports de production. Donc les rapports de production, c'est qui travaille, comment, est-ce que c'est des tâches d'exécution ou de direction, est-ce que c'est un travail manuel ou intellectuel, qui dépend de qui donne des ordres à qui, etc., etc. Quelle est la place de l'individu dans les rapports de travail, voilà. Et l'autre élément qui fait la classe sociale, c'est la relation à la propriété. Donc est-ce que l'individu il a de la propriété foncière ou pas? La propriété foncière c'est la terre ou les bâtiments. Est-ce qu'il a les moyens de production ou pas? Est-ce qu'il a un capital financier ou pas? Etc. etc. Est-ce qu'il est propriétaire et de quoi est-il propriétaire ou est-ce qu'il n'est pas propriétaire? Donc il y a plusieurs classes sociales parce qu'il y a plusieurs groupes selon quelle place ils ont dans les rapports de production et quelle propriété ils ont ou ils n'ont pas. Deuxième thèse de la sociologie marxiste, c'est que l'appartenance à la classe sociale, elle exerce des déterminations sur le niveau de vie et sur le genre de vie. Donc le niveau de vie, c'est de dire que selon la classe sociale dans laquelle vous êtes plus ou moins riche, plus ou moins pauvre. Voilà, c'est facile, tout le monde comprend. Et le genre de vie, c'est la manière dont vous allez vivre, donc les mœurs, les traits culturels au sens de sous-culture dans la société. Voilà, la façon de vivre des gens qui sont dans les classes populaires n'est pas la même façon de vivre que les gens qui sont dans les classes bourgeoises.
avec toutes les classes intermédiaires qui sont entre les deux. Sachant qu'il y a une relation de détermination entre le niveau de vie et le genre de vie, parce que tous les genres de vie ne sont pas possibles selon le niveau de vie que vous avez. Il y a des niveaux de vie, enfin, il y a des genres de vie qui sont possibles que si vous avez le niveau de vie qui les rend possibles. Bon. Mais en tout cas, c'est l'idée que si vous êtes dans une certaine classe sociale, eh bien, ça va exercer des déterminations à la fois sur votre niveau de vie et sur votre genre de vie. Or, et c'est là où ça concerne l'histoire des idées, parce que jusque-là c'était que de la sociologie, les idées circulent différemment selon les milieux sociaux. Les individus tendent à avoir les idées de leur classe sociale, ce qui signifie de façon inversée qu'il y a des idées, et c'est ça qui est au centre de l'histoire des idées, il y a des idées qui sont les idées de telle classe sociale. C'est-à-dire qu'il y a des idées qu'on trouve statistiquement beaucoup plus répandues dans une classe sociale que dans une autre classe sociale. Par exemple, typiquement, la paysannerie, elle peut avoir certains types de croyances religieuses qui ne seront pas le genre de croyances qu'auront, je sais pas moi, la bureaucratie d'État, d'un État très centralisé, qui vivrait plutôt en ville, parce que la bureaucratie, elle est plutôt dans les centres urbains. Bon. Donc, l'environnement social, et en l'occurrence l'appartenance de classe, détermine les idées, ce qui signifie qu'inversement, les idées elles ont une coloration de classe, ou elles ont un contenu de classe, les idées, c'est ça la perspective. Et ensuite, troisième idée, c'est surtout pour ça que le marxisme est le plus connu, ou en tout cas c'est une des idées qui vient le plus facilement quand on pense à la pensée marxiste, c'est que les marxistes ils pensent que entre les classes sociales, il y a des oppositions d'intérêts, ou autrement dit, il y a du conflit social, qui vient de ce que les rapports entre certaines classes sociales sont structurés par des rapports de domination. Et que dans chaque société considérée, parce qu'il y a plusieurs types de sociétés qui se forment dans l'histoire, eh bien, les classes dominantes ont les moyens pour exploiter économiquement une ou plusieurs classes qui sont dominées. Et donc ça donne par exemple l'opposition, enfin c'est un schéma tout à fait, enfin, c'est ultra schématique, mais ça donne par exemple l'opposition des maîtres et des esclaves, l'opposition de la noblesse à la paysannerie féodale, ou encore, dans les temps plus modernes, l'opposition de la bourgeoisie au prolétariat. Voilà, ça c'est les trois items de base, on va dire, de la perspective sociologique marxiste. Et alors, j'avais oublié un quatrième élément, c'est que, mais ça concerne, donc quatrième élément, pardon, il y a des classes sociales, elles sont différenciées par ce que j'ai dit, il y a des rapports de domination entre les classes dominantes et les classes dominées, et en fait, pour que la société se maintienne, eh ben, il faut que les couches qui sont dominées, ou qui sont exploitées, acceptent la société en place, en fait. Ce qui a priori n'est pas leur intérêt, ou en tout cas ce qu'elles ne feraient pas spontanément. Donc il y a un élément qui va permettre de rendre possible la coagulation de cet ensemble en une société qui perdure au cours du temps, c'est l'idéologie. L'idéologie, c'est un ensemble d'idées, ou une coloration plutôt un contenu des idées, qui est nécessaire pour leur faire justifier la domination sociale. Parce qu'en fait, ça ne va pas de soi d'être dominé, exploité économiquement. Donc il faut trouver une manière de le justifier. Et on pourrait faire un exposé entier sur l'idéologie chez Marx, mais en gros, pour le dire de façon très simple, les idéologies, ce sont des représentations fausses ou falsifiées de la réalité sociale qui permettent de maintenir l'ordre établi. Ou encore, l'idéologie, c'est la manière de voir le monde quand on n'y voit pas ce qui vient d'être décrit dans la partie précédente sur le fait qu'il y a des classes, le fait qu'elles sont en lutte, le fait qu'il y en a des dominantes et des dominés, et le fait que ça change au cours de l'histoire, etc., etc. Le fait de ne pas voir la société comme ça, et de l'accepter, et d'accepter la domination, c'est l'idéologie. C'est le caractère... Enfin, c'est l'idéologie dominante, plus exactement. Donc ça, c'est l'élément intellectuel qui permet aux marxistes d'expliquer pourquoi les gens ne se révoltent pas à cause de l'oppression, parce qu'ils adhèrent à une vision du monde qui justifie leurs conditions, en fait. Alors comme c'est un petit peu abstrait, je vous donne un exemple pour faire comprendre à quoi ça peut ressembler concrètement, qui est l'exemple de la littérature chevaleresque. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu des romans de chevalerie, Chrétien de Troyes et ce genre de choses, mais en fait, quand on lit des romans de chevalerie, on voit qu'on dépeint... Il y a une personne qui fait du bruit sur son micro. Quand on lit des romans de chevalerie, ou quand on lit de la littérature médiévale qui nous parle de la chevalerie, on nous dit que le chevalier,
c'est un bon chrétien qui met ses vertus de force et de courage au service du bien, voilà, qui est très très vertueux, qui vraiment sert le bien en mettant son épée au service de la justice et des opprimés. Voilà, donc, il y a une représentation qu'on qualifierait d'un point de vue plus critique d'idéalisée de cette couche sociale. Et c'est justement ce décalage entre la représentation, la mise en scène sociale de la couche dominante comme ayant un rôle qui ne correspond pas à sa réalité effective, qui constitue la domination, la dimension idéologique pour les marxistes de ce que c'est que euh, voilà, un ensemble d'idées qui justifie la position de la classe dominante. Parce que si on compare le portrait du bon chevalier chrétien à la réalité telle que l'histoire peut nous l'apprendre de ce que c'est que la noblesse féodale, bah, le noble féodal standard, il ressemble quand même un peu plus, je ne sais pas si ça se voit bien sur la capture, ouais, le noble féodal standard, il ressemble quand même un petit peu plus à Sandor Clegane dans Game of Thrones que voilà, un saint du christianisme. Faut quand même voilà, se rendre compte de ça. Voilà, le noble féodal standard, c'est quand même surtout une grosse brute à cheval qui fait régner l'ordre par tous les moyens et surtout celui qu'il a au flanc et qu'il est le seul à porter puisque les gueux n'ont pas le droit d'avoir des armes. Bon, donc on voit tout à fait l'écart entre la représentation de la réalité et les idées qui la justifient et ce qu'elle est effectivement. Et c'est ça qui constitue la perspective de l'approche marxiste en termes d'histoire d'idées, qui va justement avoir un point de vue critique sur les idées. Donc l'historien des idées marxistes, il ne s'intéresse pas simplement aux représentations et aux croyances des gens, mais il cherche aussi à montrer qu'elles ont une dimension idéologique, c'est-à-dire que quand on regarde les idées avec une perspective marxiste, on se demande à qui est-ce que ces idées servent, de quelle classe sociale ce sont les idées. Ce sont des idées qui vont justifier les intérêts de qui. Ça va favoriser quel groupe dans la société que telles idées soient adoptées plutôt que tel autre. Est-ce qu'il s'agit d'idées qui vont plutôt maintenir l'ordre social tel qu'il est, ou est-ce que ce sont des idées qui vont transformer l'ordre social pour créer une société différente, avec peut-être d'autres classes sociales qui seront les classes sociales dominantes, ou peut-être avec moins de domination et de hiérarchie sociale au service d'une société qui serait plus égalitaire. Voilà. Dans quel sens ça va évoluer, quelle est l'orientation de classe, si on peut appeler ça comme ça, de telle ou telle idée. Ça, c'est ce que font les marxistes. Donc, encore une fois, si vous voulez une bonne illustration de la méthode et de ses résultats, je vous conseille la biographie. Alors, quelques points critiques avant d'arriver à la dernière partie sur les limites ou les risques que peut comporter une approche de type marxiste. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on fait, si on décide d'adopter cette perspective-là pour ne pas rater son travail scientifique? Eh ben, le premier risque, c'est l'économicisme, c'est-à-dire de tout réduire à une explication des faits historiques qui serait uniquement liée à qui serait réduit à des causes ou des explications économiques, en niant le fait qu'il y ait d'autres facteurs qui eux aussi influencent l'histoire, et notamment que les idées elles-mêmes jouent un rôle dans l'histoire. Donc l'économicisme, c'est de tout ramener à des causes économiques et de nier qu'il y ait d'autres facteurs, voilà, politiques, culturels, sociaux, économiques, enfin idéologiques plutôt, qui sont eux aussi des causes et de nier leur réalité en tant que cause. Donc c'est un déterminisme unilatéral en termes marxistes de la superstructure par l'infrastructure, et il y a toute une forme de marxisme vulgarisé ou vulgaire qui a tendance à ne voir que des causes économiques et pas les autres causes, en fait, qui n'est pas multifactoriel. Et le problème de cette approche-là, c'est que ça tend à vider de leur substance les idées, leur nier toute forme de pertinence ou de contenu, parce que si les idées ne sont rien que des causes, ne sont rien que des effets, pardon, et qu'elles ne sont pas à leur tour cause d'autre chose, c'est une espèce de couche un peu vide, une sorte d'écume des choses qui n'a pas de pertinence. Et donc ça mène par exemple à rejeter l'idée que la philosophie expliquerait des choses. C'est la position par exemple en France d'un sociologue du XXe siècle qui était Henri Lefebvre, qui rejette la philosophie parce que finalement, comme toutes les autres idées, ça n'est qu'une représentation du monde qui n'est que l'effet de causes économiques et qui n'a ni sens qui n'est pas à son tour un facteur historique qui entraînerait d'autres choses. Donc finalement, à quoi ça servirait de l'étudier ou de s'y intéresser, puisque ça n'est que de l'ordre de la cause et jamais à son tour de l'ordre... Enfin, que ça n'est que de l'ordre de l'effet et jamais une cause.
Ça, c'est un premier risque, donc c'est ce qu'il faut éviter de faire. Sinon, les risques que peut présenter l'approche marxiste, c'est d'arriver à un certain machiavélisme. C'est-à-dire toutes les idées ne sont rien d'autre que des outils d'une classe pour arriver à des buts. Bon, là, c'est un peu trop unilatéral. Ou c'est aussi d'arriver à un certain relativisme épistémologique, parce que si on réduit les idées au fait qu'elles sont produites économiquement et qu'elles servent le pouvoir de telle ou telle classe sociale, on peut en être amené à nier qu'elles auraient une vérité intrinsèque. Vous voyez, si, en fait, elles n'ont plus de sens, quoi. C'est juste des outils et c'est totalement arbitraire. On pourrait rejeter toutes les sciences et toutes. Il n'y a pas de vérité des idées en elles-mêmes, il n'y a qu'une utilité sociale des idées. Ça peut mener à une sorte de machiavélisme épistémologique un petit peu grossier. Et enfin, une autre limite de l'approche marxiste, c'est que certes, elle explique la production des idées politiques par l'environnement social et économique, mais uniquement sur des bases classistes. C'est-à-dire qu'elle ignore le fait que dans la société, on peut découper d'autres groupes sociaux et on peut identifier d'autres formes de déterminisme social que la classe sociale. Dans les sociétés humaines ou dans l'histoire, il y a aussi des identités nationales qui sont aussi réelles que la classe. Il y a aussi des minorités culturelles qui ont des propriétés qui ne sont pas réductibles à des propriétés de classe. Il y a aussi des rôles de genre, hein, le fait que les hommes et les femmes aient tel ou tel rôle dans la société, c'est lié, ça prend des formes différentes selon la classe sociale, mais ça n'est pas que l'effet de la classe sociale, ça n'est pas que réductible à une seule détermination fondamentale. Et donc, si on veut complexifier ce point de vue en prenant en compte les différents déterminismes sociaux, il faut compléter le marxisme par d'autres formes de détermination par l'environnement économique et social, afin d'avoir une histoire sociale des idées politiques qui soit complète, quoi, qui prenne en compte toutes les identités possibles et toutes les sources de détermination des comportements possibles, et pas uniquement la classe sociale. Ceci étant dit, bon là j'ai indiqué une limite, mais il faut quand même voir que les autres approches de ce genre-là sont quand même dérivées ou influencées par le marxisme, au sens où elles vont reprendre la structure, mais pas le contenu de classe. Ça remplaceront la classe par une autre catégorie, mais en gros le schéma d'explication reste souvent quand même assez lié, quoi. C'est-à-dire pour ça qu'elles sont au postérieur en général, les autres approches de ce type-là. On fait une courte pause et je vous présente la troisième partie. Ok, je vais essayer de finir en un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc, troisième manière de faire de l'histoire des idées politiques. Et là, je vais parler de quelque chose qui est très influent actuellement, qui est vraiment dans les 30-40 dernières années, mais qui continue d'être actuel et d'être influent, qui est l'approche de l'école de Cambridge. Alors juste avant de l'introduire, je vais lire un texte qui a priori n'a pas forcément de rapport, en tout cas qui n'est pas écrit par un historien, mais qui est très intéressant pour comprendre le changement de contexte intellectuel qui va survenir dans les années 80-90 en Europe occidentale, histoire de fixer un peu les idées. Qui est un texte d'un géographe, mais moi ce qui m'intéresse c'est le changement qui se produit dans les sciences sociales et l'explication qui est donnée de ce changement par le contexte géopolitico, géopolitique de l'époque, quoi. Changement de contexte intellectuel des années 80-90. Donc, Boris Grésillon, qui est un géographe, nous dit: la fin des années 80 et le début des années 90 sont marqués par un triple bouleversement majeur, l'effondrement du bloc soviétique et la chute du mur de Berlin, l'avènement dans l'Amérique de Ronald Reagan et en Angleterre de Thatcher, l'avènement du système libéral s'opposant à l'État-providence, l'essor de l'économie immatérielle et des technologies de l'information.
Autrement dit, le socle politique, social et économique des sociétés issues des Trente Glorieuses vacille, et avec lui, les clés de lecture du monde contemporain. Est-il encore possible dans les années 90 de lire la nouvelle économie avec les seules lunettes marxistes? Puisque l'économique et le social, et c'est bien ce qu'on a vu dans la partie précédente, puisque l'économique et le social ont échoué, bon, en tout cas c'est ce que pensent un certain nombre de penseurs, ont échoué non seulement à comprendre le monde, mais a fortiori à le changer, puisque les idéologies politiques radicales du XXe siècle ont débouché sur des impasses ou des dictatures, que reste-t-il comme clé de compréhension du monde contemporain, si ce n'est la culture? Point d'interrogation. Telle est l'orientation parfois implicite que prennent nombre de sociologues, d'anthropologues, de philosophes, d'historiens et de géographes dans les années 90. Donc c'est un texte très intéressant pour comprendre l'émergence d'un sous-champ de la géographie que j'aime assez bien, qui est la géographie culturelle, mais c'est pas mon sujet du jour. Un jour je vous présenterai peut-être la géographie culturelle. Mais en fait, ça marche très bien pour expliquer ce qui se passe dans d'autres sciences sociales et pas juste en géographie en fait. En histoire aussi, on va avoir, donc en France ça s'appelle l'histoire culturelle pour le coup, mais en anglais ça existe aussi. Enfin, donc il y a l'équivalent de la géoculturelle qui est l'histoire culturelle, qui s'est développée justement dans ce genre-là de période. Et on va voir que ce tournant culturel des sciences sociales, il n'est pas sans lien avec la popularité et le développement de l'école de Cambridge, hein, qui, comme son nom l'indique, est un courant d'histoire des idées politiques en Grande-Bretagne. Alors, ce courant, il est notamment connu par l'un de ses auteurs, l'un de ses historiens, qui est Quentin Skinner, voilà, qui est vraiment le plus connu, je pense, de l'école de Cambridge, le plus traduit en français. Voilà, c'est celui que vous allez trouver le plus facilement. Alors je lis donc ce que je commenterai enfin ma présentation pardon dans les 2 pages qui nous restent va s'appuyer sur un article de théorie de Quentin Skinner qui date de 69, qui est son article un petit peu phare quoi de méthodologie, qui s'appelle Signification et compréhension en histoire des idées. Et à l'époque où j'ai travaillé dessus, quand j'étais à la fac, il n'était pas traduit en français. Mais depuis, je sais qu'il en est sorti une traduction française. Donc si jamais vous cherchez la traduction française de cet article, ça a été traduit hein, donc dans les traductions de Skinner qu'on a actuellement. Donc je lis un petit texte d'introduction sur Quentin Skinner et son école. Skinner est je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, hein, mais on va dire que ça se prononce vraiment comme ça. Hein. Skinner est le notoire historien des fondements de la pensée politique moderne, spécialiste de la Renaissance et de l'âge classique. Il a notamment écrit un bouquin sur Machiavel, enfin, c'est vraiment un spécialiste de la Renaissance. Quoi. Il est le chef de file de ce qu'on désigne comme l'école de Cambridge, à laquelle on rattache notamment John Greville Haggard, Pocock et John Dunne. Pour le deuxième qui est très connu, c'est Pocock, hein, donc si vous en voyez un deuxième, en général, c'est lui. Hein. Cette école, donc c'est ces historiens et leurs élèves, du coup, l'école, hein, se caractérise par l'attention qu'elle porte au vocabulaire politique et à ses variations historiques. Elle insiste sur le contexte linguistique originel des textes politiques. Pour les comprendre sans contresens ni anachronisme, il importe de restituer rigoureusement ce contexte, de reconstruire les cadres cognitifs qui les ont produits. Bon, donc ça c'est ce qu'on nous dit de l'école de Cambridge. Alors, ce qu'il faut voir, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, parce que ça c'est pareil, ça pourrait être un exposé en soi, hein, mais en gros, en Grande-Bretagne, depuis le début du XXe siècle, il existe une façon de faire de la philosophie qu'on appelle la philosophie analytique. Et très caricaturalement, les philosophes analytiques se sont beaucoup préoccupés de questions de philosophie du langage. Pendant longtemps, c'était vraiment un marqueur voilà, de la manière de faire des philosophes analytiques. Donc les traditions universitaires et intellectuelles des pays anglo-saxons, et notamment de l'Angleterre, sont pas mal marquées par ces problématiques de philosophie du langage. Et on a payé des générations de gens hein, à résoudre des questions extrêmement complexes, quoi, qui méritent qu'on y consacre les ressources d'un État entier, hein, pour voilà, vraiment qu'on y consacre les meilleurs penseurs mondiaux et qu'on y mette des budgets hein, pour répondre à des questions du genre
est-ce que les noms communs, c'est vraiment le même genre de nom que les noms propres, hein, tu vois, c'est ce genre-là de problématique qui intéresse les philosophes du langage. Donc ça marque la façon de faire des études académiques dans ces pays-là. Et pour la démarche en histoire des idées politiques de l'école de Cambridge, ce qu'il faut voir, c'est que quand il nous parle de contextualiser les idées ou de contextualiser les œuvres, le contexte dont il parle, ce n'est pas un contexte économico-social. Donc c'est pas le même, ce qu'ils entendent par contexte, c'est pas le même genre de contextualisation historique que ce que font les historiens qui sont plus tournés vers une approche sociale ou économique, et notamment les historiens de type marxiste. On peut même dire, bon, je ne suis pas allé vérifier à ce point-là les détails, mais je ne serais pas du tout étonné, je vais même y revenir après, il y a une forme finalement dans cette manière de faire, il y a une forme de volonté de réagir par rapport à la popularité qu'on peut avoir ultérieurement, donc plutôt les années 50, 60, 70, certaines approches de type marxiste. Là, il s'agit de faire tout à fait autre chose, et donc c'est ce dans quoi il s'agit de remettre les œuvres ou les idées, ce n'est pas un contexte de type économico-social. Alors c'est quoi comme contexte? Et bien, comme c'était dit dans l'extrait, c'est des historiens qui vont essayer de reconstituer un contexte linguistique et un contexte où il y a un débat public entre des auteurs qui se répondent. Donc cette insistance sur l'approche par la langue, elle vient d'une volonté de montrer que il y a des faits de langage, il y a une performativité, hein, c'est un mot un petit peu soutenu, mais voilà, il y a un pouvoir d'action, si vous voulez, du langage. Les idées politiques, elles sont véhiculées dans une certaine langue. Les mots qu'on utilise ont des connotations. Leur sens, il évolue selon les contextes d'énonciation. Donc les mêmes mots dans des contextes d'énonciation différents, ils n'ont pas le même sens, même si c'est le même mot. L'un des mots d'ordre de Skinner, c'est de ne pas étudier le sens des mots, mais leur usage. C'est-à-dire de ne pas avoir une perspective intemporelle et de croire que voilà, tel auteur il parle de Dieu, ça veut vraiment dire la même chose qu'un autre auteur qui parle de Dieu ou que sais-je. C'est de voir comment, vraiment comment au sens où comment on utilise un objet. C'est-à-dire comment on utilise un mot, à quel moment on l'utilise, à quel moment on utilise tel mot, à quel moment on ne l'utilise pas. Parce que leur point de vue, c'est que c'est vraiment en ayant cette scrutation, cette attention aux circonstances concrètes qui va permettre de déterminer clairement le sens des textes de pensée politique et le sens de leurs effets historiques. Donc cet intérêt aux effets du langage, il est évidemment lié à la philosophie du langage d'Austin, hein, qui est un philosophe britannique de la moitié du XXe siècle, qui a influencé Quentin Skinner pour sa méthodologie. Et puis l'autre dimension de ce contexte qu'il s'agit de reconstituer, c'est ce que Bourdieu, qui n'est pas du tout de l'école de Cambridge, qui est un sociologue français, c'est ce que Bourdieu appellerait le champ d'inscription, c'est-à-dire ce que font ces auteurs-là, c'est d'essayer de remettre l'auteur dans un contexte de discussion où il discute avec d'autres auteurs. Autrement dit, il s'agit de rendre compte des intentions de l'auteur, c'est-à-dire à qui est-ce qu'il voulait répondre quand il a écrit ceci ou cela, qui sont les auteurs amis ou ennemis, c'est-à-dire qui c'est qui cite positivement dans son texte, qui c'est qui cite négativement dans son texte, qui c'est qui l'attaque, qui c'est qui le met en valeur. Et enfin, c'est de voir que les textes ils sont produits pour un public. Ils sont produits pour quelqu'un. Ça peut être produit pour le mettre au service de la gloire de tel prince ou telle personnalité qui a commandé le bouquin. Ça peut être au service d'une ville qui a commandé le bouquin. Le texte, il a un public au sens où ça va plutôt être lu par les gens de tel endroit géographique que de tel endroit géographique. Et selon l'endroit en question, on ne va pas penser la même chose. Donc il s'agit d'essayer de comprendre à qui est destinée l'œuvre, dans la pensée de l'auteur, à qui est-ce qu'il avait envie de parler ou de répondre. Pour prendre un exemple tout à fait concret de cette démarche de reconstitution historique, quand Machiavel, donc je prends Machiavel parce que Skinner est un spécialiste de Machiavel, donc c'est pour que ça soit plus cohérent. Quand Machiavel, par exemple, il écrit Le Prince, et ben, il a une intention, hein, qu'on voit notamment dans le dernier chapitre, qui est de motiver un leader politique à unifier l'Italie contre les puissances étrangères. Et si on ne comprend pas que le but de Machiavel quand il écrit son livre, c'est d'arriver à faire ça, mais au sens où on fait quelque chose avec un marteau, quoi. Si on ne comprend pas que le but de Machiavel quand il écrit Le Prince, c'est de faire ça, et ben on décontextualise l'œuvre et on risque de la traiter, comme ça a été fait habituellement,
comme une sorte de livre intemporel qui décrit de façon intemporelle un pouvoir intemporel qui répond à des problèmes intemporels, alors qu'en fait, Machiavel, lui, il avait des problèmes tout à fait concrets, y compris des problèmes de chômage, hein, puisqu'à cette époque-là, il n'avait plus d'emploi public et il voulait retrouver un travail. Donc, il voulait se faire bien voir de Laurent de Médicis, et donc il lui a dédicacé le bouquin en lui disant écoute, là je cherche un taf. Donc ça c'est important pour comprendre le sens de l'œuvre, de retrouver qu'il était le public auquel l'œuvre était destinée. Alors j'essaie de finir en 5 minutes. Donc, ce qui démarque la position de l'école de Cambridge, et notamment de Skinner, c'est qu'il y a un refus explicite de la position de Léo Strauss que je vous ai présenté dans la première partie. C'est-à-dire que, tout à fait au contraire de la démarche de Strauss, pour les gens de l'école contextualiste, les problèmes politiques auxquels veulent répondre les auteurs sont toujours des problèmes locaux, ce sont des problèmes qui sont situés dans le temps. Ça se passe à tel moment pour atteindre tel but, et il n'y a pas de grande tradition de pensée politique qui répond à des problèmes intemporels. C'est pas ça qui a un sens pour les auteurs. Et c'est pas ça que doit chercher l'historien. L'historien, il doit chercher à reconstituer le contexte et les intentions de l'auteur. Donc ça s'oppose, cette troisième manière de faire, à la première que je vous ai présentée, mais ça s'oppose aussi à la deuxième, et c'est pour ça que j'ai construit ma conférence comme ça, parce que les historiens de l'école de Cambridge sont aussi critiques des approches marxistes qui, selon eux, réduisent le texte à ses conditions sociales d'élaboration. C'est-à-dire, ils regardent, pour les historiens de l'école de Cambridge, les marxistes, ils regardent les textes comme des produits ou comme des conséquences. Voilà, qu'est-ce qui les a déterminés à apparaître à tel moment, mais ils ne s'intéressent pas à leur signification ou les intentions qui étaient visées par les auteurs. Donc c'est une lacune, ou en tout cas c'est quelque chose qu'ils n'admettent pas. On peut donc dire, et là ça fait un lien avec ceux qui étaient déjà venus il y a quelque temps à ma conférence sur les approches de la criminologie en sciences sociales, que d'une certaine façon, sur le plan épistémologique, l'école de Cambridge, on pourrait dire qu'elle est marquée par un certain individualisme, en ce sens que ce qui l'intéresse, c'est de reconstituer, par une recherche historique, les intentions subjectives de l'auteur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait Machiavel quand il a écrit Le Prince? C'était quoi son but dans la vie? Il a écrit pour qui? C'était quoi le public qui était susceptible d'acheter le Prince au XVe siècle? Est-ce que vous, quand Le Prince il est sorti au XVIe siècle, pardon, est-ce que vous auriez pu l'acheter? Est-ce que vous auriez été dans le public ou pas? Voilà, bon, qui pouvait l'acheter ce livre? Qui l'a lu d'ailleurs? Donc c'est plus individualiste au sens où là il y a une focalisation sur les intentions. Et ça serait à mettre en lien, évidemment, avec l'époque d'apparition de cette démarche, puisqu'on parle des années 80-90 et encore jusqu'à nos jours. Et comme par hasard, dans les autres sciences sociales, en économie, en sociologie, en ce que vous voulez, dans les sciences sociales en général, il y a des tendances individualistes qui sont beaucoup plus fortes depuis les années 80. Hein. Par exemple, en géographie, on parle de tournant actoriel pour montrer qu'on parle beaucoup plus du rôle des individus que dans d'autres démarches méthodologiques. Donc voilà, c'est pas innocent que ça se développe dans cette conjoncture-là. L'insistance sur le contexte linguistique que met en valeur Skinner, ça vise, de son point de vue, à contrer le risque de commettre des anachronismes, ou d'attribuer... Alors les anachronismes, ça peut être d'inventer des notions à des époques où elles n'existent pas. Par exemple, je sais pas, de parler d'état de droit pour la Grèce antique, oui, ça marche pas. Donc ne pas introduire des notions à des époques où elles n'existent pas, parce que ça c'est vraiment le truc typique que vont faire les bouquins d'histoire des idées traditionnels, puisque précisément ils raisonnent par notions, ils raisonnent par grands auteurs, ils pensent qu'il y a une sorte de tradition des idées, et donc ils vont vous dire depuis Platon jusqu'à nos jours, comment a-t-on pensé la liberté, comme si on avait toujours pensé de la même façon et qu'il n'y avait pas plusieurs conceptions de la liberté selon des contextes différents, quoi. Donc éviter les anachronismes historiques, ne pas attribuer aux auteurs des buts qui n'étaient pas les leurs. Par exemple, le but subjectif de John Locke, c'est pas de fonder le libéralisme. Hein, le but de John Locke, c'est de faire plaisir à la personne auquel il a écrit le livre, ou c'est de régler tel problème de troubles intérieurs en Grande-Bretagne, mais il s'est pas dit tiens, je vais fonder le libéralisme, quand bien même on pourrait penser qu'il a contribué à le fonder. Autrement dit, et dans le texte tout à l'heure, il était dit que Skinner était influencé par la sociologie de Max Weber, qui, comme par hasard, est une sociologie plutôt individualiste.
au sens où on s'intéresse aux attentions subjectives, etc. Euh, Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une forme d'héritage de la notion de paradoxe des conséquences chez Weber. Le paradoxe des conséquences, c'est tout simplement l'idée que quand les individus cherchent à réaliser des buts, eh ben, ils produisent des situations qui ne sont pas forcément celles qu'ils avaient voulu produire, et que voilà, il y a une imbrication des actions humaines qui fait qu'on produit parfois des situations, des résultats qui n'étaient pas ceux qui étaient voulus. Et enfin, dernier but de cette démarche, Skinner veut chercher à montrer qu'il y a une évolution interne entre les œuvres d'un même auteur, donc défiger d'une certaine façon les textes ou défiger les œuvres en montrant qu'elles ne sont pas aussi unies qu'elles peuvent y sembler quand on fait des résumés un peu trop simples. Alors ça, c'est la méthodologie de l'école de Cambridge. Moi, je la trouve tout à fait intéressante. Elle est très différente, hein, comme vous l'avez vu, des approches marxistes. C'est pas du tout les mêmes postulats et ça donne pas le même type d'histoire des idées politiques. Mais moi, je considère que les deux sont très intéressants, de façon différente. Les limites et les critiques qu'on peut apporter à cette méthodologie, c'est que parce qu'il y a des limites quand même, hein. C'est pas parce que c'est intéressant que c'est parfait. Les risques ou les limites, c'est que comme on insiste beaucoup sur la remise en place du contexte linguistique, etc., et à quel point c'est particulier d'être à telle époque, nanana, l'un des risques, c'est que ça peut rendre peu compréhensible l'originalité d'un penseur par rapport à son époque. C'est-à-dire que par exemple, maintenant qu'on a bien étudié l'époque de Machiavel et qu'on a vu que tiens donc qu'il y avait plein d'autres penseurs républicains à l'époque de Machiavel, et ben on pense plus Machiavel comme une sorte de génie individuel, on le pense comme un penseur républicain parmi d'autres. Et effectivement, c'est pas faux et c'est un progrès d'avoir vu que c'est un penseur républicain parmi d'autres. Sauf que, à force de l'avoir dilué en quelque sorte dans son époque, on ne voit plus forcément bien l'originalité ou la spécificité de cet auteur individuel parmi les autres auteurs. Donc ça, c'est un des risques. Et on pourrait dire que paradoxalement, alors même qu'il a une démarche qui est totalement différente de celle de Strauss, on pourrait dire que chez Skinner, il y a une difficulté avec la réalité du fait qu'il y a une création historique des problèmes et des réponses en philosophie politique. C'est-à-dire que la difficulté pour les uns comme pour les autres, ça va être de penser la nouveauté. Chez Strauss, c'est difficile de penser la nouveauté parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de nouvelles questions en philosophie politique. Et chez Skinner, c'est difficile de penser à une nouveauté parce que, comme on a dilué l'auteur dans son époque, en quoi Machiavel il est différent des autres penseurs républicains, ça demandera un travail supplémentaire pour mieux le redifférencier par rapport à la gamme de ce qu'on a découvert autour de lui. Si vous voulez. C'est comme si on avait découvert des étoiles autour d'une seule étoile qu'on connaissait, puis on se demande dans un deuxième temps, finalement l'étoile du début, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce qu'elle est vraiment originale? Est-ce qu'elle est vraiment différente? L'autre risque, c'est que l'approche contextualiste peut mener à une négation de la dimension universelle des œuvres politiques ou des idées politiques. Parce que les œuvres politiques, la littérature politique, les idées politiques, elles influencent et elles dépassent leur époque en fait. Elles ont une influence qui dépasse leur époque. Par exemple, les auteurs romains comme Tite-Live et compagnie, eh bien ils ont influencé les pères fondateurs des États-Unis alors qu'ils n'avaient aucune idée qu'il existe un jour une telle société, et c'était pas du tout leur but évidemment, mais pourtant il y a une portée de ces œuvres antiques qui va jusqu'à la période contemporaine ou en tout cas qui dépasse de très loin leur simple vie. Or, à force d'insister sur le contexte et la particularité, eh ben, on peut risquer d'oublier la portée universelle des œuvres, ce qui peut mener à une certaine forme de relativisme. Si l'œuvre, elle le produit de tel contexte linguistique particulier qui est absolument incommensurable par rapport à notre période, quel sens ça de dire que deux époques peuvent communiquer entre elles? Elles ne peuvent pas communiquer entre elles si elles sont totalement particulières. Vous voyez. Donc si on tombe dans ce relativisme-là, ça devient bizarre de vouloir étudier le passé, parce que à quoi bon étudier le passé si le passé est tellement différent de nous qu'on ne pourra jamais y accéder, ou on ne pourra jamais être vraiment influencé par une époque différente de notre contexte. Donc ça, c'est un risque. Et ça fait dire à Sternel, qui se revendique du marxisme, que l'article de Skinner dont j'ai parlé serait une bulle pontificale postmoderne. Donc postmodernisme, relativisme, négation de l'universel, enfermement dans une espèce d'absence de communication possible entre des époques qui seraient totalement différentes et où aucune communication ne serait possible.
Et donc le contextualisme a pu être critiqué comme risquant de faire perdre de vue à l'historien des idées qu'il y a une conscience, il y a une transmission historique qui se fait, les époques ne sont pas hermétiquement fermées les unes aux autres, et donc il ne faudrait pas perdre de vue quand même qu'il y a une commune humanité des hommes au cours du temps, et que les œuvres finalement ont une portée historique qui dépasse leur simple contexte d'élaboration linguistique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions si certains points n'étaient pas clairs. Eh bien, merci.